J'ai le plaisir de vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Antonio Hodgers, conseiller d'État en charge du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. Monsieur Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, en charge du département des constructions et de l'aménagement. Maître Corinne Lepage, notre mandataire, ancienne ministre de l'Environnement. J'ai également le plaisir d'avoir autour de cette table les plaignants, Monsieur Antoine Jean-Noël, Monsieur Cuny Alain, Madame Valette Daniel, Monsieur Casse Claude. Dans la salle, je salue la présence d'Olivier Georges Bury, enfin il est juste derrière moi, juriste et directeur adjoint de l'administration municipale qui suit ce dossier pour la ville, et Madame Béatrice Stuckelberg, juriste chez Monsieur Hodgers. Je remercie Madame Lepage d'avoir fait le déplacement de Paris pour vous détailler les arguments juridiques de notre intervention. En mars 2015, la ville a annoncé qu'elle avait mandaté Maître Lepage pour intenter cette action en justice. Une année plus tard, le canton s'associe à notre démarche et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas une nouveauté puisque Genève, ville et canton font cause commune contre le nucléaire depuis plusieurs années. En effet, grâce à l'action portée par Maître Lepage, nous avons obtenu en 1998 l'arrêt de Superphénix, le surgénérateur de Creys-Malville. Mais le combat commun des autorités genevoises et de la société civile contre le nucléaire est plus ancien. C'est en 1986 déjà que les Genevois ont accepté l'initiative « L'énergie, c'est notre affaire », qui s'opposait à la centrale nucléaire de Verbois et qui, au-delà du rejet du nucléaire, prônait des économies d'énergie et proposait un programme pour développer les énergies renouvelables. 30 ans plus tard, ces options n'ont pas pris une ride. Cette tradition antinucléaire est renforcée depuis 2012 par un ancrage constitutionnel sur lequel M. Antonio Hodgers s'exprimera tout à l'heure. Compte tenu de ce triple ancrage historique, populaire et constitutionnel, nous ne pouvions pas nous satisfaire des réponses reçues à ce jour à l'encontre des procédures administratives déjà en cours. La nouveauté, c'est que nous nous sommes lancés dans une bataille politique et juridique de plus grande ampleur avec le dépôt, le 2 mars, d'une plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux. La couverture médiatique donnée à notre dépôt de plainte pénale ainsi que la réaction de la ministre Ségolène Royal sont à la mesure de l'enjeu. À quelques jours de l'anniversaire sinistre de l'explosion nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, alors qu'au Japon, plus de 120 000 personnes déplacées subissent toujours les inconvénients majeurs de cette catastrophe et doivent entendre les propos lénifiants de leur Premier ministre les invitant à revenir sur le site, nous disons aux habitantes et aux habitants de la région genevoise que nous voulons absolument la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey. Les incidents se sont multipliés ces dernières années, la situation ne peut durer, nous nous y engageons avec toute notre force et c'est sur cette base que nous avons mandaté une des personnes les mieux placées pour défendre nos intérêts et ceux de la population, Maître Lepage. On ne juge pas les politiques sur leurs promesses, mais sur leurs décisions. Nous sommes aujourd'hui fermement décidés et notre action en justice en est la preuve. Je donne maintenant la parole à M. Antonio Hodgers, conseiller d'État, ministre de l'Énergie. Merci Madame la maire. Mesdames et messieurs, c'est donc au nom du gouvernement de la République et canton de Genève que j'exprime aux côtés de la ville le fait que la technologie nucléaire vieillissante qui nous entoure est un risque majeur pour notre population et que par conséquent notre gouvernement agit en vue de protéger celle-ci. Cette opposition au nucléaire, ça a été rappelé, figure de longue date dans l'action
du gouvernement genevois, puisqu'elle est le fruit d'une votation populaire qui a eu lieu en 1986 déjà, et qui fait que notre canton entame des procédures contre les installations nucléaires environnantes, et depuis quelques années, nous pouvons le faire. Nous avons été rejoints par la ville de Genève, qui a une approche extrêmement dynamique. Permettez-moi de rappeler cet article constitutionnel, c'est l'article 169 de la Constitution genevoise, qui dit que les autorités cantonales s'opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. C'est bien cette notion de voisinage du canton, puisque la radioactivité ne connaît pas de frontières, qui motive notre dépôt de plainte aujourd'hui. Vouloir sortir du nucléaire serait une hypocrisie, sont des efforts pour constituer une alternative énergétique. On ne peut pas être que dans une posture d'opposition. Nous devons aussi montrer que nous pouvons nous passer du nucléaire. C'est pourquoi Genève, depuis des décennies déjà, n'importe plus de courant issu du nucléaire au niveau de son entreprise publique, les services industriels genevois. Et pour 2017, nous aurons atteint une distribution et une production 100% renouvelable. Donc, à partir de l'année prochaine, notre entreprise d'électricité publique, les services industriels genevois, auront un certificat de garantie renouvelable pour 100% de l'approvisionnement qui les concerne. Ceci pour un canton composé d'un demi-million d'habitants, une économie florissante. On voit qu'on peut aujourd'hui, vu les moyens à disposition, s'il y a une vraie volonté politique, on peut se passer de nucléaire. Et Genève en est la preuve. Enfin, j'aimerais dire que ce combat contre le nucléaire aujourd'hui concerne nos voisins français. Il concerne, au demeurant toute l'année, également la Suisse, puisque le canton de Genève a aussi entamé ces dernières années, et plus particulièrement dans le cadre de l'élaboration de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération suisse, le Conseil d'État a pris une position résolument antinucléaire et aujourd'hui a obtenu, avec d'autres, l'interdiction de construction de toute nouvelle centrale nucléaire en Suisse. Et nous maintenons la pression pour fermer les centrales nucléaires existantes. Une première victoire a été atteinte avec Mühleberg, qui est une centrale d'ailleurs du même âge que celle du Bugey. Mais nous avons derrière des enjeux pour la fermeture des centrales nucléaires suisses. Donc, pour le Conseil d'État genevois, ce qui vaut pour la France vaut aussi pour la Suisse. Et nos démarches, par là même, ne connaissent pas de frontières. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Je propose maintenant que Monsieur Rémi Pagani, conseiller administratif en charge du service de l'énergie de la ville de Genève, prenne la parole. Merci, Madame la maire. Nous avons en Suisse mené des luttes importantes pour non seulement empêcher toute nouvelle centrale nucléaire, mais faire en sorte que, je parle plus particulièrement de la centrale de Mühleberg, faire en sorte que la centrale de Mühleberg, parce qu'elle est obsolète, soit fermée. L'autorité de surveillance a décidé de la fermer sous réserve d'un certain nombre de conditions. Et nous avons appris vendredi que sur la base des coûts que cela engendrait, les conditions qui ont été posées par l'autorité de surveillance suisse, la centrale, les autorités, enfin les responsables de la centrale de Mühleberg avaient jeté l'éponge, mettant en relation les coûts avec la résultante de la prolongation de 10 ans de la centrale nucléaire de Mühleberg. Ce qui se passe aujourd'hui en France est tout à fait significatif. Non seulement, et nous le dénonçons, une mise en danger de la population alentour, et y compris des Genevois, puisque je vous rappelle qu'à Tchernobyl, c'est 60 km alentour, donc si la centrale, malheureusement, du Bugey venait à avoir un gros accident, nous serions dans le cercle des personnes à évacuer. Malheureusement, c'est la situation. Donc, nous avons une centrale de Mühleberg qui est fermée par l'autorité de surveillance aujourd'hui pour 2017. Et nous avons Madame Ségolène Royal qui, elle,
affirme il y a quelques jours qu'avec cette vieille 2 chevaux qu'est la centrale nucléaire du Bugey et d'autres centrales nucléaires, elle va continuer à rouler parce que c'est beaucoup plus économique. Et je trouve extrêmement grave, et nous trouvons extrêmement grave qu'on puisse affirmer nous ne sommes pas dans une 2 chevaux, nous sommes dans une machine infernale qui, si on en perd le contrôle, met en danger et fait mourir des gens. Et on ne peut pas dire de manière irresponsable ce qu'a dit Mme Ségolène Royal en disant oui, oui, c'est celle qui nous coûte le moins cher qu'on va continuer à exploiter. Ce d'autant plus que les coûts de prolongation, puisque nous avons affaire à une autorité de surveillance en France aussi, qui est conséquente, comme l'autorité de surveillance suisse, les coûts de rénovation de ces vieilles centrales nucléaires, qui sont à mon avis des casseroles, des vieilles casseroles, sont sous-évalués par EDF. EDF a annoncé le chiffre de 50 milliards et la Cour des comptes française a dit que ces chiffres étaient complètement inconsistants, qu'on était plus proche des 100 milliards pour rénover ces vieilles centrales nucléaires et les faire se prolonger 10, 20 ans de plus. Et nous trouvons, et là-dessus nous sommes en total accord et sur beaucoup de points avec l'autorité cantonale, nous estimons, nous, que cet argent qui est gaspillé et qui sera éventuellement gaspillé pour le budget pour remettre en route cette vieille casserole, il serait meilleur de l'investir dans des énergies renouvelables, le solaire, la géothermie de grande profondeur, le lac Léman. Nous allons mettre en place du chauffage à distance avec l'eau du lac Léman, comme d'autres pays le font déjà aujourd'hui. Ça, c'est de véritables alternatives, plutôt que de faire de la fuite en avant pour couvrir des investissements que nous dénonçons depuis des années. Depuis des années, nous disons que l'investissement dans le nucléaire est une aberration, et aujourd'hui, EDF se trouve dans une aberration très claire, nette. Il minimise les coûts de remise en état de ces centrales vieillissantes, obsolètes, pour pouvoir les continuer, pour pouvoir sortir de l'énergie électrique au-dessous du prix actuel qui est aujourd'hui, on le sait très bien, il y a une pléthore d'électricité en Europe et dans le monde, et ces investissements-là sont complètement échoués. Malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement pour la santé de la population environnante, parce que nous estimons que les dangers sont extrêmement graves. Donc, au niveau de l'autorité municipale, c'est-à-dire le conseil administratif, c'est évident que dès le moment où on a été mis en contact avec les voisins, et je tiens à finir par ces quelques mots, à leur dire tout le sentiment de reconnaissance que nous avons, parce que pour nous, en Suisse, c'est un peu plus facile que pour eux en France, vu la chape de plomb qui existe sur le nucléaire en France, de pouvoir s'associer à la plainte que nous avons décidé de, nous, autorités municipales et cantonales, de lancer contre X. C'est beaucoup plus simple pour nous, alors que les voisins qui sont ici dans la salle, et que je tiens à remercier, c'est un peu plus compliqué de se situer dans un pays où tout le monde semble confiant dans le nucléaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Pagani. Je passe maintenant la parole à Maître Lepage, notre mandataire. Merci, Madame le maire. Monsieur le conseiller d'État, c'est un grand honneur que vous me faites en me demandant de vous assister dans cette affaire. Et cela me rappelle effectivement, il y a maintenant près de 30 ans, lorsque la ville de Genève m'avait fait confiance, j'étais jeune à l'époque, pour l'assister contre la centrale de Creil-Malville. Il est normal que des collectivités locales veuillent protéger leur population. Je dirais que c'est dans leur gène. Et c'est donc tout à fait logique, en regardant de manière extrêmement objective et factuelle ce qui se passe aujourd'hui sur la centrale nucléaire du Bugey, que les autorités genevoises, villes et cantons, aient décidé de déposer une plainte contre X pour délit de pollution des eaux et mise en danger délibérée d'autrui. Je rappelle, cela va de soi, mais c'est aussi bien de le rappeler, qu'il
ne s'agit que du dépôt d'une plainte et que par voie de conséquence, le principe de la présomption d'innocence est totalement applicable, quel que soit X. Ceci étant, rappelons que c'est une centrale qui subit des risques à la fois extrinsèques et intrinsèques. Autrement dit, centrale construite dans les années 70 avec la connaissance qui était celle des années 70. Centrale construite sans étude d'impact. Sans étude d'impact. Puisque 72 et 76, la loi sur les études d'impact 76, les décrets d'application 77, donc pas d'étude d'impact du tout pour la centrale nucléaire du Bugey. Et pourtant, une centrale confrontée à un risque sismique, une centrale confrontée à un risque d'inondation, une centrale confrontée à un cumul de risques sismiques et inondations, qui bien sûr n'est apparu dans son ampleur qu'après Fukushima, mais peu importe, le risque, il est ce qu'il est, et par voie de conséquence, des risques considérables liés à l'implantation de la centrale et contre lesquels on ne peut rien. On ne peut rien parce que c'est comme ça qu'elle a été conçue. Donc on peut faire des améliorations à la marge, j'y reviendrai, mais on ne peut pas changer la situation. On ne peut pas changer la manière dont les calculs sur le risque sismique, par exemple, ont été effectués dans les années 70, alors même que depuis, le risque sismique a été réévalué à la hausse. Ah oui, mais la centrale, elle était déjà construite avec ses 5 réacteurs. C'est une centrale qui est également confrontée à des risques intrinsèques. C'est-à-dire, et ceci justifie l'inquiétude des collectivités locales, des dysfonctionnements croissants ont été observés sur cette centrale mise en lumière par l'autorité de sûreté nucléaire qui essaie de faire son travail dans cette affaire. Mais visiblement, les mises en demeure ne sont pas toujours entendues. Et bien souvent, tout s'arrête aux études. Tout s'arrête aux études et non pas aux modifications concrètes. Et ceci renvoie en fait à une question de fond, qui est la question du financement. Je donnerai un exemple de ce que je suis en train de dire. Il y a, avec la centrale nucléaire du Bugey, un problème avec le radier. Je pense que tout le monde dans la salle sait ce qu'est le radier. Le radier, c'est le soubassement de la centrale qui est destiné à créer une enveloppe, si je puis dire, c'est du béton. Donc une enveloppe, le terme n'est pas tout à fait propre, mais enfin, pour assurer l'étanchéité en cas de fusion du cœur, de manière à ce que le corium ne se transfère pas dans la nappe phréatique. Il y a au Bugey un radier qui a été construit de manière assez particulière, c'est-à-dire au lieu qu'il s'agisse d'un radier fait d'une masse, c'est un radier fait d'une masse de béton, puis d'alvéoles de sable, puis une deuxième masse de béton. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en 2010, a soulevé le problème de l'étanchéité en disant il y a un souci. Ça date de 2010. Et l'autorité de sûreté nucléaire avait demandé à EDF de mettre en place un dispositif géotechnique de manière à assurer l'étanchéité s'il y avait un problème de radier. Refus d'EDF pour des raisons financières. C'est trop cher. Or, toutes les règles de sécurité disent très clairement, notamment l'arrêté du 7 février 2012, que les règles de sûreté doivent l'emporter sur des considérations économiques. Sauf que nous savons tous les difficultés financières auxquelles l'exploitant est aujourd'hui confronté, ce qui fait effectivement qu'on peut se poser sérieusement des questions sur la manière dont les règles de sécurité sont ici appliquées. Je vous donne cet exemple-là, il pourrait y en avoir d'autres, et c'est totalement factuel. Tout ceci est dans les documents. Autre type de problème, les fuites redondantes de tritium, relevées en 2012 et en 2013, puis de nouveau en 2015, ce qui a donné lieu à la décision de l'autorité de sûreté nucléaire en décembre
de ne pas autoriser le redémarrage du réacteur numéro 5, qui est donc à l'arrêt depuis août 2015, avec une question, est-ce que c'était bien raisonnable de le laisser fonctionner avant août 2015 avec les mêmes problèmes, puisque ces fuites de tritium sont redondantes. Tout ceci pose effectivement les questions de respect des règles de sécurité et des conséquences du respect ou du non-respect, puisque là encore, bien entendu, ce sera à l'instruction d'apporter des réponses, et il ne peut aujourd'hui s'agir d'accusation en tant que telle, mais la question se pose du respect de ces règles, parce que nous parlons de nucléaire, et comme les élus l'ont rappelé il y a un instant, ce ne sont pas des usines de fabrication de pots de yaourt. C'est-à-dire que les conséquences d'un accident sont gravissimes à un moment où l'autorité de sûreté nucléaire française reconnaît elle-même, je vous renvoie à l'interview donnée par M. Chevet à Libération il y a 48 heures, un accident est effectivement possible et on pourrait reprocher à des collectivités territoriales, au courant de tous ces éléments d'information, de n'avoir rien fait. Et je pense que c'est cela qui justifie la démarche des autorités genevoises aujourd'hui, de saisir le procureur, puisque c'est aujourd'hui de cela dont il s'agit, la saisine du procureur du pôle santé-environnement de Paris, de cette plainte, afin qu'il décide de la suite qu'il convient ou non de lui donner, sachant que, mais peut-être on reviendra sur ce point dans les questions que vous me poserez, sachant que le procureur de la République a 3 solutions. La première consiste à refuser d'instruire, et à ce moment-là, une plainte avec constitution de partie civile peut directement être déposée entre les mains d'un juge d'instruction, peut ouvrir une enquête préliminaire, mais celle-ci, je dirais, est totalement discrétionnaire et ne donne aucun droit d'accès aux parties, ou saisir directement un juge d'instruction s'il estime qu'effectivement les faits le justifient d'ores et déjà sans enquête complémentaire. Voilà à peu près ce que je puis vous dire aujourd'hui, sachant encore une fois qu'il suffit de lire les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'IRSN, pour voir la multiplicité des dysfonctionnements, les difficultés qu'il y a à avoir des mesures concrètes, je ne dis pas des études, hein, des mesures concrètes de renforcement de la sécurité, et ce qui pose effectivement la question du bien fondé de la pérennisation de cette installation au regard de, par exemple, ce qui a été décidé en Suisse compte tenu des coûts de mise en œuvre d'opérations permettant de renforcer au niveau désiré la sûreté. Voilà les quelques éléments d'information que je puis vous donner, et je suis bien sûr, dans la mesure de mes possibilités, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Maître Lepage. À présent, nous sommes à votre disposition, ainsi que nos juristes, pour répondre à vos questions. Alors, voilà, je commence. Voilà. J'ai une question qui s'adresse à vous, Maître Lepage. On se rappelle que le Conseil d'État français vous avez débouté sur ICEDA. Quels sont les éléments qui vous portent à croire que la situation sera différente demain? Alors, premièrement, vous avez été débouté pour ICEDA pour défaut d'intérêt pour agir. Le Conseil d'État a jugé, je ne porte pas de jugement de valeur sur cet arrêt, j'en pense ce que je veux, mais voilà, que vous n'aviez pas intérêt pour agir parce que vous étiez trop éloigné s'agissant d'une installation dont les effets étaient en quelque sorte locaux. Bon. Pourquoi est-ce que je considère qu'on aurait pu juger autre chose? C'est tout simplement qu'ICEDA conduit à des rejets radioactifs gazeux. Rejet radioactif gazeux, ça veut dire aérien, et vous êtes dans la ligne de mire. Ici, on est sur les réacteurs. C'est-à-dire que personne ne peut contester le fait que s'il y a un gros pépin à Bugey, vous êtes dedans. La ville de Genève est dedans. Deuxièmement, nous ne sommes pas devant la même juridiction. Les recours qui ont été déposés l'ont été devant le Conseil d'État, juge administratif. Nous sommes ici devant le juge judiciaire. Voilà. Donc je pense que les choses sont nettement différentes.
Éric Cozandet. La Confédération suisse n'est pas en autarcie en matière énergétique. La République française vient de décider qu'elle fermerait probablement Fessenheim cette année. Elle peut décider de fermer le budget. Madame Maître Corinne Lepage, qui avait été ministre de l'Environnement de M. Jacques Chirac et M. Alain Juppé, Monsieur le Conseiller d'État, Madame le maire, Monsieur le Conseiller administratif, quelle est la part du nucléaire français, s'il y en a encore, pour l'approvisionnement de la Confédération suisse en matière d'électricité, qui, je le rappelle, n'est pas actuellement en matière d'autarcie sur le plan énergétique? Alors, je n'ai pas en tête la part de l'importation d'énergie nucléaire suisse qui est, à mon souvenir, relativement faible, du fait que la Suisse a elle-même 5 centrales en activité. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que Genève, depuis des décennies, se passe d'importation de courant nucléaire et que pour l'année prochaine, elle se passera même d'importation de courant issu d'énergie fossile et évidemment de charbon aussi. Donc il est tout à fait possible aujourd'hui de se passer d'importation de courant non renouvelable. Et dans la stratégie énergétique qui est en cours de débat aux chambres, c'est bien cette orientation-là qui est donnée pour l'horizon 2050. J'aimerais juste rebondir sur cette question. La question, c'est que Madame la maire a été à COP21 il y a quelques mois, enfin même pas quelques mois, quelques semaines, où le gouvernement français a désigné d'ailleurs quelqu'un pour appliquer cette politique, de diminuer de 84% l'énergie produite par les centrales nucléaires à 50%. Or, aujourd'hui, enfin la semaine dernière, il a décidé de ne pas fermer Fessenheim pour l'instant. Donc on ne peut pas affirmer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On est dans une logique inverse, alors que publiquement, le gouvernement français prend la décision de réduire à 50%. Et en fait, dans le concret, il va continuer à exploiter ces vieilles centrales nucléaires. Pourquoi avoir déposé une plainte contre X et pas contre l'exploitant directement? Et pourquoi aussi avoir doublé la plainte avec l'histoire de pollution des eaux et pas s'être contenté de la mise en danger d'autrui? Alors, contre X, parce que c'est à l'instruction de rechercher les responsables, personnes physiques et personnes morales d'ailleurs. Ça peut être l'un et l'autre. Donc voilà, c'est une plainte contre X et c'est logique que ça se fasse sous cette forme-là. Pourquoi? Bien parce que nous estimons qu'il pourrait y avoir conditionnel, je rappelle le principe de présomption d'innocence, pollution des eaux. Nous avons également visé un certain nombre d'infractions contraventionnelles liées à des dysfonctionnements, tout simplement parce qu'un juge d'instruction est saisi globalement d'un fonctionnement. Quand il s'agit d'une installation classée ou d'une installation nucléaire de base, c'est pareil. Et par voie de conséquence, c'est bien l'ensemble du fonctionnement qui est visé. J'ajoute que sur la mise en danger délibérée, nous avons visé à la fois les dispositions du Code pénal et les dispositions du Code de l'environnement à ce sujet. Mathieu Cuplin, Radio-Télévision Suisse. Est-ce que vous pouvez donner encore une précision technique sur la plainte elle-même, à savoir, il se trouve ici des plaignants, donc des civils, si j'ai bien compris, des voisins de la centrale. Donc comment est rédigée exactement cette plainte? Je pense au libelle des plaignants. Bien, effectivement, il y a 4 personnes physiques, tout simplement parce qu'en ce qui concerne l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, la jurisprudence est très restrictive sur les personnes morales et ne l'est pas sur les personnes physiques. Donc, nous avons jugé utile de mettre également des personnes physiques pour ce délit précisément. Il n'en va pas de même du délit de mise en danger délibérée d'autrui sur le fondement du Code de l'environnement, où là, les personnes morales peuvent effectivement plus facilement être requérantes. Voilà, ceci explique cela. Dans ce que vous venez de dire, enfin, je m'excuse, Marie Prieur de la Tribune de Genève, vous venez de dire que c'était plus restrictif pour ce qui concerne la mise en danger de la vie d'autrui, puis après vous avez dit que c'était pour les... Il me semble qu'il y a eu... Alors je me suis mal exprimée, je recommence. Je dis que la jurisprudence en France
est très rigoureuse sur la recevabilité des plaintes de personnes morales pour mise en danger délibéré d'autrui, puisqu'il s'agit de la vie qu'une personne morale, c'est pas sa vie à elle qui est en cause. Ici, les collectivités locales défendent la vie de leurs habitants. Donc, pour parer cette difficulté-là, nous avons mis des personnes physiques. Mais, j'ajoute que sur les infractions du Code de l'environnement, la recevabilité des personnes morales ne pose pas de problème. Voilà. J'espère avoir été claire là, dans ma réponse. Oui, bonjour. Odile Gordon-Lennox de Soigner les enfants de Tchernobyl. Je voulais savoir quelle durée pourrait prendre cette procédure, si vous en avez la moindre idée. Merci. Malheureusement, madame, je n'en ai pas la moindre idée. La seule chose que je sais, c'est que ça ne sera pas rapide. Le pôle santé-environnement de Paris n'est pas connu pour la célérité avec laquelle il instruit les dossiers. Voilà, donc ça va prendre du temps, mais il n'y a pas d'autre solution. Une dernière question, est-ce que vous avez étudié l'option de recourir contre Fessenheim ou pas du tout Alors, j'ai été chargée, il y a déjà près de 10 ans, par la TPN, qui est une association qui regroupe les collectivités locales françaises, suisses, il y a la ville de Bâle dedans, et allemandes, pour ester contre la centrale nucléaire de Fessenheim. Nous avons perdu devant le Conseil d'État, malheureusement, il y a 2 ans maintenant. Le Conseil d'État ayant considéré qu'il n'y avait pas de risque particulier avec la centrale de Fessenheim. J'espère que l'avenir lui donnera raison. Je n'en suis pas convaincue. Mais la TPN reste tout à fait vigilante. C'est pas le lieu, puisque mes clients de la TPN ne sont pas là pour en parler, mais je pense qu'il se passera des choses dans les semaines qui viennent. Ce qui concerne la ville et le canton, comprenez, on n'est pas dans le voisinage, et donc en termes de mandat politique, Est-ce que légalement il y a une distance Trop loin. c'est trop loin par rapport, bon, c'est ce que doivent dire les juges, justement. On estime que quand on est à 70 km, à 70 km, on est dans un domaine, un espace où on devrait évacuer en cas d'accident majeur, et on serait vraiment ici à Genève, et aussi vu la densité de la population de notre agglomération, exposé en première ligne, comme d'ailleurs Lyon le serait au même titre que nous. Oui, bonjour, Blessic, Agence France Presse. J'ai une question concernant la recevabilité. Est-ce qu'elle peut se poser à ce niveau de la procédure et quand? Merci. Alors, elle peut tout à fait se poser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Probablement pas au niveau du procureur, mais au niveau du juge d'instruction, c'est quelque chose qui peut se discuter. C'est quelque chose qui peut se discuter. Et ensuite, devant la chambre d'instruction, si la décision rendue par le juge d'instruction ne va pas, mais très franchement, il y a le précédent de Creys-Melville qui avait admis la recevabilité, alors devant le juge administratif, j'entends bien, de la ville de Genève, c'est 10 km de plus, hein, c'est très peu, c'est un peu plus loin. Bon, s'agissant d'une mise en danger, très franchement, on vous l'a dit tout à l'heure, 70 km, on sait très bien qu'on ne peut pas dire que la collectivité n'est pas concernée, évidemment qu'elle l'est. Voilà, bon, mais le débat peut avoir lieu de manière très claire. Je suis très transparente, je vous dis, c'est la raison pour laquelle nous avons mis aussi des personnes physiques voisines, parce que là, il ne peut pas y avoir de débat du tout. Bonjour, David Ramseyer du 20 minutes. Sauf erreur de ma part, il doit y avoir une rencontre entre une délégation suisse et le gouvernement français ou les autorités françaises. Ça a été dit dans certaines dépêches début avril par rapport au budget. Est-ce que vous le confirmez? Si oui, qui est dans ces délégations? Ça s'est passé. Il y a d'abord au niveau suisse, il y a un groupe interfédéral, enfin entre la République française et le gouvernement suisse, qui est un groupe à bien plaire qui existe.
qui se réunit de temps en temps, dont on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais toujours est-il qu'il y a des contacts intergouvernementaux. Point. Et puis, il y a 2 jours, nous avons reçu par l'intermédiaire d'EDF une demande pour le 4 avril, Monsieur Bury, le 4 avril, nous rendre, moi je pensais que c'était à Paris, qu'on allait à l'autorité de surveillance, comme nous l'avons déjà été il y a 2 ans de cela, accueillis par l'autorité de surveillance. Mais en fait, je viens d'apprendre aujourd'hui que l'invitation nous est faite pour aller au budget. Alors j'imagine que ça va être une séance d'information comme vous connaissez toutes et tous, puisque vous êtes invités dans des centrales nucléaires. On va nous présenter toute la machinerie, voilà. Mais on se déterminera, et le gouvernement cantonal et le gouvernement municipal, de savoir si on répond à cette invitation d'information. Il est très clairement dit que c'est de l'information, comme si nous n'étions pas au courant. Ça, c'est une remarque de ma part, entre guillemets. Ce qui concerne le Conseil d'État, nous n'avons reçu aucune communication de la part du gouvernement français formellement sur cette invitation que j'ai découvert en même temps que vous dans la presse. Juste, vous avez dit tout à l'heure que la plainte concernait l'ensemble du fonctionnement de la centrale. Donc, est-ce que ICEDA est toujours concerné ou pas? Comment ça se... Il n'y a pas d'infraction concernant ICEDA en tant que tel, mais un juge d'instruction, s'il est saisi in rem, c'est-à-dire sur la chose, donc globalement. Cela veut dire que la question d'ICEDA pourra évidemment être soulevée.